Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Le temps passe inexorablement, mais l'histoire se répète. En 1715, on se battait contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse, contre l'obscurantisme et la superstition de l'Église. 2014, la lutte ne diffère pas, l'arbitraire est toujours de mise, et on peut évoquer le Covid comme l'obscurantisme et la superstition. Seuls les protagonistes changent évidemment et deviennent le petit nombre, ceux que l'on appelle l'oligarchie. 1700, le siècle des Lumières, et 2024, celui des allumés. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF/CH avec Philippe, avec Bruno et Jean-Pierre. Bonsoir les amis et bonsoir à vous également qui nous regardez. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir et bravo pour cette introduction tonitruante sur le siècle des Lumières. 1715, c'était aussi la mort de Louis XIV. C'était une certaine idée de la France, j'ai envie de dire. Voilà, mais sinon tout le reste était parfaitement exact. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, qui veut introduire quelque chose? Moi, je veux bien démarrer avec une petite actu, j'ai que ça. Mais il s'agit d'un terme qui est le terme net zéro. Tout le monde voit de plus en plus le mot net zéro. Alors, ça veut dire quoi? C'est l'objectif zéro carbone, dans une décarbonation totale idéale qui est prônée par les réchauffistes que nous connaissons bien. Et qui justement s'attache par le net zéro à limiter, soi-disant, le réchauffement climatique. On voit toujours pas très bien le rapport, mais il y a sûrement des scientifiques de plateau qui vont nous expliquer ça très bien. Et puis il y a des scientifiques sans plateau, sans lumière, sans projecteur sur la figure, et sans, je dirais, sans distribution, sans tambour ni trompette, qui disent le contraire évidemment. Et dans lesquels nous avons plus confiance au sein du CNTF/CH. Donc ce net zéro pour nous, c'est une arnaque qui sert les intérêts du ce que l'on appelle le Great Reset en américain, hein, le grand reset, quoi, tout simplement, d'une nouvelle ordre mondial. Voilà. Donc mais on a des choses assez croquignolesques, comme par exemple cette association ou ce groupe demande aux pays, enfin aux nations, de bien vouloir empêcher les gens de faire leur potager, parce que ça dégage énormément de gaz carbonique, figurez-vous. Bon voilà, mesdames et messieurs, ne plantez plus vos choux, vos carottes, etc., parce que ça effraie ces messieurs qui vont s'en servir, ils vont se servir de ce fait pour interdire des choses, pour la coercition, que sais-je encore. Bon voilà, donc on marche sur la tête, c'est un nom qu'on entend aussi dans des émissions de radio. Tous ces mots prennent de plus en plus de valeur et d'importance et de poids. Et évidemment, on continue la chasse, quoi. La chasse à tous ces mots-là. Voilà. Eh oui, Philippe. Tous nos politiciens et nos associations, ONG et autres, qui prétendent lutter contre ci, contre ça, le niveau intellectuel est tellement de plus en plus bas que, à force de creuser, ils vont finir par trouver du pétrole. Et ça ferait du bien d'ailleurs à la France, parce que le cercle vicieux continue de s'enfoncer, parce qu'on parle à nouveau de hausse des impôts. Alors jusqu'où on va aller? Dans l'absurdité, avec ces soi-disant économistes, avec ces soi-disant gouvernants qui prétendent nous gouverner depuis 40 ans et qui n'ont fait que détruire notre pays, alors que le peuple, lui, sait parfaitement se gérer et parfaitement gérer à la fois son économie au niveau local et même au niveau familial, mais que, bien évidemment, ces gens-là, cette oligarchie, n'écoutent jamais le peuple. Alors voilà ce que je voulais rajouter, Philippe. Ouais, très bien, on va revenir sûrement sur le niveau local et en particulier départemental, mais on va laisser d'abord Sylvain nous exposer sa vidéo du soir. Oui, absolument. Nous allons regarder l'actualité en images et on se fera un plaisir de vous retrouver juste après. Ça fait des années qu'Elon Musk parle de mettre une puce dans la tête des gens. Le 21 mars, il l'a fait en live. Un homme paraplégique capable de contrôler son ordinateur par la pensée. Jusque-là, on avait simplement eu des images de l'implant enregistrant l'activité cérébrale de cochon ou d'un singe jouant à Pong. Cette puce, on peut l'installer avec une petite chirurgie d'à peine 1 heure et le recharger par induction. Sauf que ce genre de technologie, ça existe déjà depuis un moment. On appelle ça des interfaces neurales directes et les premières remontent à 1970.
90. Utilisée pour les personnes tétraplégiques, l'interface fait le lien entre le cerveau et une machine. Par exemple en formant des mots sur un écran alors qu'on est incapable de parler. Contrôler des fauteuils roulants, des prothèses ou des exosquelettes, rien qu'avec notre cerveau, c'est devenu possible. Un centre de recherche grenoblois est même allé plus loin. Ils ont rendu l'usage de ses jambes à un patient paralysé. 64 électrodes ont été placées de chaque côté de son cerveau pour lire ses intentions sous forme de signaux électriques. Elles sont ensuite envoyées vers un ordinateur qui va les traiter en temps réel pour les transmettre à un simulateur. Il est placé sur la moelle épinière et sert de remplacement à la partie abîmée. L'information finit par arriver aux muscles qui vont pouvoir se contracter. Il doit quand même aller partout avec son ordinateur, mais ça a changé sa vie. Toutes ces solutions se servent de l'informatique. Mais aujourd'hui, on est capable de faire encore plus fort. Créer des cerveaux miniatures sur des micropuces en utilisant de véritables neurones. C'est le projet sur lequel travaille une équipe du CNRS et de Aix-Marseille Université. Rassurez-vous, c'est pas le labo du Dr Frankenstein. On se contente pas de coller un bout de serviette sur un morceau de plastique avant de balancer des décharges pour voir si ça fonctionne. Ici, on essaye plutôt d'en fabriquer un miniature en partant de zéro. Et pour faire ça, faut des neurones. Le but de l'expérience est de pouvoir les contrôler pour étudier leurs réactions. Ils vont donc être modifiés grâce à l'optogénétique, une technique récente. On va leur greffer une molécule qui réagit à la lumière. Lorsqu'elle captera un rayon, elle va libérer de l'énergie qui va activer le neurone auquel elle est liée. Ça fonctionne comme un interrupteur. Sans lumière, ils restent en état de veille et dès qu'on les allume, ils émettent un signal qui se répand de l'un à l'autre. Certains s'activeront en présence de rouge, d'autres de vert, comme ça on contrôle quelle partie du réseau se met en fonctionnement. Grâce à ça, les scientifiques peuvent regarder le chemin qu'emprunte l'information, jusqu'où elle se répand et à quelle vitesse. Reprogrammer le cerveau. Dit comme ça peut faire peur, mais ça pourrait être le remède à toutes les maladies dégénératives pour lesquelles on n'a aucune solution actuellement. Prometteur, effectivement, hein, parce que question de lumière, on pourrait vendre ça à nos politiciens, ils devraient en prendre. Reprogrammer le cerveau. Alors, oui. Sylvain et Philippe, et Jean-Pierre, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que Elon Musk a déclaré plusieurs fois qu'il était absolument contre le transhumanisme. C'est-à-dire que il fait ce genre d'opération, il fait ce genre de recherche, mais d'après lui, alors ça reste à prouver, mais d'après lui, pour permettre aux humains de pouvoir effectivement soigner des maladies, de pouvoir marcher pour les paraplégiques, etc. Donc quelque chose de très positif. Et il a toujours dit qu'il ne voulait absolument pas que cette technologie prenne le contrôle de l'être humain. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il respectera ce qu'il a dit? Ça reste à voir. Bah, ça veut dire qu'il a une conscience, ce monsieur, et qu'il a conscience que science sans conscience, justement, n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais. Et ça n'a jamais été aussi vrai. C'est-à-dire plus on s'approche du transhumanisme, c'est-à-dire de la béquille qui va servir à aider un humain qui est handicapé, hein, ça part de très bonnes intentions, tout ça, hein, qui va aider un humain pour avancer, pour donner des ordres à une machine, etc. C'est merveilleux. Surtout pour les Ça, c'est pas du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce que préconisait Schwab au niveau du forum du Davos, c'est-à-dire de transformer les humains en robots et en esclaves. Alors c'est l'étape suivante, le transhumanisme, on est bien d'accord. C'est l'étape qui consiste à aller plus loin, encore plus loin, et trop loin sûrement pour certains d'entre nous, en tout cas pour nous. Trop loin, car ça fait de nous d'autre chose que les êtres humains, et ça nous réduit à quelque chose. Ça nous réduit en fait, hein, plus que ça ne nous aide. Alors effectivement, on est laminé par le haut, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on croîtra pas, on aura moins d'effets d'apprentissage, etc., etc. Donc on sera plus des humains, on sera dans le transhumanisme, et c'est tout ce que nous ne souhaitons pas voir venir. Voilà. Jean-Pierre, la parole est à toi. Il faut que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Merci. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors j'ai entendu plusieurs choses. Le net zéro, alors première chose à laquelle ça me fait penser, est-ce qu'ils ont l'intention de faire un reset Internet mondial, histoire de nous empêcher de communiquer? Ça n'a rien à voir en apparence, mais ça s'appelle quand même net zéro. Et ces gens-là, ils communiquent en langage codé depuis des lustres. Donc, à nous de décoder le langage. Bon, je voudrais signifier que dans chaque remède peut devenir un poison et que dans chaque poison, on peut extraire un remède. Alors ça, c'est la loi de la nature, hein. Donc, effectivement, on invente des trucs pour que les gens paraplégiques puissent marcher, etc.
Là actuellement, c'est purement matérialiste, hein. Il y a d'autres voies de guérison. Il y a eu des gens qui ont guéri instantanément parce qu'ils ont changé de comportement ou parce qu'ils ont regardé des films joyeux au lieu de regarder les nouvelles, par exemple. Il y a des gens qui ont guéri de cancer comme ça. Donc il y a des méthodes de guérison autres que le matérialisme, mais je suis bien obligé d'admettre que pour quelqu'un qui est paraplégique, pouvoir marcher, ça peut représenter un espoir phénoménal. Et que, tant mieux si ça peut servir à ça. Maintenant, qui va piloter les bénéfices de la science, de la recherche et du savoir? Qui va orienter ça? Si c'est le peuple, très probablement, il y aura du bon sens. Surtout si on laisse la parole ouverte aux femmes, aux enfants, aux vieux et à tout type d'individus. Déjà. Alors, je voulais parler d'aller loin aussi. On peut aller loin, hein, très loin. Alors évidemment, plus on va loin, plus on s'éloigne de soi. Et c'est ce que font ces gens, c'est-à-dire, ils inventent des trucs, mais juste pour détruire l'humain, quoi. Au lieu d'orienter les choses vers la vie. Alors on peut aller proche, on peut aller près, et puis on peut aller ici et maintenant. Et ça, c'est le propre du divin, de notre propre divinité à chacun et à chacune. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre, nous allons pouvoir développer le thème de ce mercredi soir, à savoir le département au cœur de la transition, et je vais laisser Bruno développer. Alors merci Sylvain. Alors c'est vrai que dans nos émissions que tout le monde suit, hein, les émissions du Conseil national de transition français Canal Historique, très souvent on aborde toute une série de sujets, notamment et souvent sur la démocratie, ou certains sujets philosophiques, ou certains sujets liés à l'actualité. Mais on a déjà abordé le sujet de ce que sera la transition au niveau municipal. Et on s'est référé aussi à la situation de ce qui se passait à l'époque de l'Athènes antique, dont Iota Angelaki sait nous parler si bien, dans son livre La démocratie assassinée d'Ephialtis. Et donc, on a fait le rapprochement entre ce que le Conseil national de transition français Canal Historique propose pour une vraie démocratie au niveau local, mais on n'a pas encore parlé de ce qu'on peut organiser au niveau départemental. Et puis un jour, on parlera aussi de ce qu'on peut faire au niveau national. Parce que c'est vrai que pour toutes les personnes qui nous écoutent, l'important c'est de comprendre que nous avons un programme, nous avons une structure, et je peux vous remontrer à nouveau ici notre présentation publique qui est donc sur notre site conseilnational.fr et qui a été déjà distribuée dans tout le pays, notamment à la presse et à d'autres organisations, pour expliquer un petit peu comment on peut organiser une vraie démocratie au XXIe siècle au niveau national. Parce que ce qui se passait dans une ville comme Athènes de 80 000 habitants, est-ce qu'on peut transposer ça à un pays de 60 millions d'habitants? Bien oui, tout simplement en multipliant les unités, en multipliant les structures locales. D'abord, on a parlé des communes, et puis maintenant, on peut parler de ce qu'on peut faire au niveau des départements. Alors, pourquoi les départements? Les départements sont hérités de la Révolution française. C'est ce qui permettait à des personnes de pouvoir se rendre dans une administration à une distance pas trop longue à cheval. Bon, maintenant, on a des voitures, mais le département, ça reste quelque chose auquel le peuple français est très attaché et qui, au niveau local, permet aussi effectivement de se déplacer assez rapidement pour aller donc au chef-lieu ou pour aller dans les villes principales du département. Mais ce qui s'est passé avec la mauvaise organisation faite par nos politiciens depuis 40-50 ans, sur d'ailleurs la pression des instances européennes qui ne veulent pas notre bien, c'est de transformer, de rajouter des épaisseurs nouvelles au millefeuille administratif. On a créé les communautés de communes, et puis après on a créé les régions, des régions après qu'on a agrandies, qui sont devenues tellement énormes que par exemple, si on prend l'exemple de l'Auvergne-Rhône-Alpes, quelqu'un qui est en Savoie, il aura du mal à aller jusqu'à Limoges. Ce n'est plus à l'échelle de la population. Donc, nous, au Conseil national de transition français Canal Historique, on veut supprimer donc les régions, supprimer les communautés de communes, supprimer tout ce millefeuille administratif
où il faut comprendre et savoir qu'en l'espace de seulement 20 ans, le nombre d'employés administratifs dans les collectivités locales a été multiplié par 2. Et on a des fois des organismes qui se chevauchent. On a des doublons, voire des triplons. On a des communes qui s'occupent de certaines choses, et on a aussi les communautés de communes qui s'occupent des mêmes choses, et on a aussi les conseils régionaux qui s'occupent des mêmes choses. Donc on arrive à des gens qui sont payés la plupart du temps, je ne vais pas dire tout le temps, mais à ne rien faire, ou alors à faire des choses qui ont déjà été faites 2 fois ou 3 fois. D'où une énorme gabegie, une énorme dépense financière qui est supportée par la nation. Et on en arrive à ce qui se passe actuellement, où on entend encore à nouveau parler de hausse des impôts, alors qu'on est le pays du monde, champion du monde des impôts. Voilà, donc tout ça au niveau du Conseil national de transition français canal historique, eh bien, on va le supprimer et on va redonner le pouvoir au peuple au niveau départemental. Alors ça va se passer comment? Il n'y aura plus de conseil départemental, un peu comme dans les communes, il n'y aura plus de conseil municipal, il y aura des commissions populaires dans lesquelles il y aura un tiers de citoyens français tirés au sort, un tiers de professionnels tirés au sort dans le domaine concerné, et un tiers de personnes qui seront, je dirais, choisies et désignées par les 2 autres tiers, parmi des gens qui ont démontré dans le département leur capacité à exercer des choses très positives pour le peuple. Alors, ces commissions, elles seront au nombre de 17. C'est pas 38 ministères comme il existe encore dans le système républicain actuel. C'est uniquement 17 commissions populaires composées donc de 3 tiers, d'un collège de 3 tiers, donc de personnes à la fois tirées au sort au niveau de Français volontaires, de professionnels tirés au sort aussi, et de sachants, de gens qu'on considère comme des sachants, c'est-à-dire des gens qui sont des gens qui ont apporté quelque chose au département d'une manière positive. Alors, il y aura dans ces domaines, il y aura l'agriculture, il y aura la communication, il y aura le commerce, l'industrie, la culture, la diplomatie, l'écologie, l'économie et les finances, l'éthique. L'éthique, c'est très important. Les forces armées, l'habitat, l'instruction et la formation, la justice, la santé, les sciences et la recherche, les sports, et puis une commission audit et bilan du pays, parce que au moment de la transition, on va commencer par un audit pour déterminer tous les gaspillages, tous les détournements qu'il y a pu y avoir fait par les politiciens de l'oligarchie, et aussi déterminer l'état de santé de la nation, c'est-à-dire quel est le patrimoine que le peuple a réellement en main. Et puis aussi une commission constituante qui participera avec les mêmes commissions dans les 101 départements à l'élaboration d'une future constitution qui fait qu'à la fin de la transition, c'est le peuple français qui décidera quelle voie il veut choisir. La voie qu'on propose et qui aura fait ses preuves ou pas. Et à partir de là, c'est le peuple qui décidera. Et donc ces commissions, elles auront un rôle à la fois législatif, c'est-à-dire qu'elles commenceront à préparer des lois qui seront après décidées par et votées par les commissions nationales. Les commissions nationales étant composées elles-mêmes de délégués venant des commissions départementales. Ce qui fait que toutes les lois seront votées par le peuple d'après des décisions prises dans les départements, dans chacun des 101 départements, par le peuple. Et parallèlement à ça, on aura des délégués donc, de ces commissions qui iront assister les préfets dans chaque département pour contrôler que le pouvoir exécutif ne devienne pas un pouvoir dictatorial. On aura aussi des délégués des commissions, notamment de la commission justice, qui iront dans les tribunaux assister les juges pour éviter qu'on ait un pouvoir des juges comme ça existe actuellement. Je ne veux pas reparler encore, mais je peux en reparler quand même, du syndicat de la magistrature, qui est totalement politisé et qui contrôle une bonne partie de la justice. Donc les juges ne sont plus indépendants, les juges sont souvent politisés. Donc ce ne sera plus le cas, parce que là, il y aura des assesseurs populaires qui feront partie des délégués des commissions, qui assisteront les juges, quels que soient les procès. Et puis, on aura un aspect, je dirais, exécutif dans ces commissions, parce que non seulement ces commissions participeront à la rédaction des lois au niveau national, mais en plus de ça, elles pourront agir d'une manière exécutive pour réaliser des opérations dans le département, dans le respect et l'exécution des lois.
Et donc ça, c'est très important aussi parce que on sera au niveau local vraiment dans un système où c'est la démocratie du peuple qui aura le dernier mot. Sachant que toutes les décisions seront toujours votées à 67% minimum et pas seulement à 50% ou 51%. Et toutes les réunions que ces commissions organiseront se feront d'une manière ouverte au public et d'une manière, je dirais même pour le public qui n'est pas présent, seront retransmises sur des chaînes de télévision locales, ce qui fait que il y aura une transparence absolument totale au niveau des débats, chose qui n'existe plus depuis longtemps au niveau de notre système actuel. Donc tout ça fait que on va transposer au niveau départemental tout ce qui s'était fait dans la ville d'Athènes à l'époque de la démocratie il y a 2500 ans, et ça permettra aux gens du peuple qui seront tirés au sort de pouvoir participer s'ils le veulent, à partir du moment où ils sont tirés au sort, de pouvoir devenir délégués qui seront bien sûr rémunérés, qui auront une rémunération, parce que on ne veut pas que ce soit uniquement des chômeurs qui viennent participer, mais que même des gens qui sont chefs d'entreprise puissent avoir le droit d'exercer le droit démocratique dans la vie en société. Donc voilà un petit peu très rapidement un résumé de ce qu'on imagine qu'on va pouvoir faire d'une manière structurée au niveau d'un département tel qu'on a actuellement en France, donc 101 départements, y compris dans les dom-toms. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Est-ce que je laisse la parole à Jean-Pierre qui a levé la main tout à l'heure, non? Ah non, j'ai levé la main tout à l'heure et je l'ai rebaissé, mais j'ai levé ma main physique parce que je suis en train de me frotter un peu le front. Bon, Voilà. d'accord. Donc, juste pour faire circuler le sang dans les neurones, qui sont pas artificiels, qui sont complètement naturels pour mon cerveau en ce qui me ah concerne. oui, tout à fait. Tu n'es pas encore transhumain, Jean-Pierre. Ça nous guette, mais pas encore. Oui, simplement pour revenir sur un ensemble de termes que tu as employés. Déjà, d'un point de vue général, ta présentation, Bruno, était excellente et tout à fait compréhensible. Tu as parlé d'assemblée constituante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça sera une proposition que nous allons faire au peuple. On va pas demander au peuple de partir d'une page blanche et de nous faire une constitution. Parce que là, ça risquerait de durer un petit peu longtemps. Il y en a qui ont commencé il y a une dizaine d'années, ils ont toujours pas arrêté. Là, nous, on est parti sur des principes simples de refonte d'une constitution de celle de 58, en l'occurrence, sur laquelle, normalement, nous devrions travailler, mais qui n'existe plus, comme vous le savez, depuis 2008. Et donc, cette constitution, cette assemblée constituante, elle va proposer déjà un canevas sur lequel le peuple français pourra réfléchir et dire oui, je veux que ce soit comme ça, ou fera des amendements. Donc on ira beaucoup plus loin que dans la simple présentation du oui ou du non, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, d'un document qui a été sorti en 1958 pour ne parler que de celui-ci, et pour lequel le général de Gaulle a demandé l'avis des Français qui ont répondu oui à 80%, mais il n'y a pas eu une virgule de changé. Nous, le peuple... Surtout, oui. Surtout, excuse-moi Philippe, mais surtout que la Constitution de 58 a été faite que par quelques personnes. Tandis que là, on aura de chacun des 101 départements une commission constituante qui travaillera dessus, donc une commission populaire constituante, et qui remontera tous les travaux qui seront faits dans les 101 départements à la commission constituante nationale. Donc on aura vraiment le peuple qui va travailler à tous les niveaux, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, alors que jusqu'à maintenant, toutes les constitutions n'ont été élaborées que par quelques juristes, quelques personnes. Et je dirais même que la constitution de la Ve République, c'est uniquement 3 ou 4 personnes qui l'ont élaborée. Absolument, en particulier les équipes de M. Debré en particulier. Donc oui, tout à fait. Donc tous ceux qui nous opposent par avance l'idée que le peuple est incapable de trouver des idées, de faire de la constitution, etc., c'est faux. On répond par avance que c'est faux. Le peuple doit pouvoir exprimer des choses. Dès lors que dans une constitution, il y a des choses qui touchent le quotidien, et ce quotidien a le droit d'être exprimé dans une constitution. Alors, on va pas faire une constitution à 172 pages, mais quand même, il va falloir quelques pages pour exprimer tout ça. Et encore une fois, on s'appuie sur l'existant et on modifie des choses, ou on fera modifier des choses. On en a déjà modifié nous-mêmes et on demandera au peuple si le peuple veut modifier quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point très important sur l'aspect constitutif. L'assemblée constituante, sur les 17 assemblées. Puis l'autre point que je voulais souligner, c'est que
on a parlé de la départementalisation de la France. Oui, cette départementalisation, elle va pas de soi, c'est-à-dire qu'elle est historique et elle date de la Révolution française. Avant, c'était les provinces. Il y avait les provinces au roi, et quelquefois les provinces, elles changeaient de main. C'est-à-dire, je te donne ceci, tu prends cela, machin. Et même après la Révolution française, il y a eu des acquisitions sur la métropole française, notamment de la Savoie, de la Haute-Savoie et de Nice et du comté de Nice, comme chacun sait, dans les années 1850. Donc à cette époque, on avait encore une conception, je dirais, de manière un peu propriétaire, c'est-à-dire que le souverain était propriétaire d'une terre qu'il avait loisir de diviser, de subdiviser et éventuellement de vendre s'il en avait besoin financièrement. Voilà, on pourrait tout imaginer. Alors que maintenant, nous partons du principe que la France est désormais un monobloc, est une métropole monobloc, dans laquelle nous avons cerné depuis 2 siècles ce que c'est qu'un département français. Ils à peu près tous avec la même congruence, la même taille, la même nature, le même respect du temps de déplacement entre le chef-lieu et la périphérie du département, à cheval à l'époque et en voiture aujourd'hui. Voilà, toutes ces notions-là sont réintégrées et on a une centaine de départements, mais on va pas les diviser, on va pas les vendre. Donc et la France est une et indivisible, comme on disait à l'époque de la Révolution française. Et ça va pas de soi. Parce que quand on voit ce qui se passe dans l'Europe actuelle, on peut tout à fait imaginer qu'il peut y avoir prochainement, pour des raisons faciles à imaginer, des redessins de frontières. Voilà, les frontières seraient dessinées entre la Pologne, l'Ukraine, l'Allemagne, la Roumanie, que sais-je encore. Ce mouvement existe et il est tectonique, si je puis dire. Hein, il est permanent et profond. Il existe depuis toujours. Donc nous, on est en train de légiférer sur un bloc qui s'appelle la France, que nous considérons comme un bloc parce qu'on a culturellement cette habitude dans la tête, et que même sous l'Ancien Régime, on avait à peu près, grosso modo, depuis Louis XIV, la France d'aujourd'hui, mais ce qui est loin d'être le cas dans tous les pays. Alors c'est vrai dans certains, je pense à l'Italie, mais l'Italie a été amputée de la Vénétie pendant un certain temps, qui a été sous occupation autrichienne d'ailleurs. L'Espagne peut-être plus facilement, oui, effectivement, l'Espagne est un monobloc européen qui n'a pas bougé depuis des siècles, hein, pratiquement. L'Angleterre, évidemment, et la France, bien sûr. Donc ces pays-là, eux, constituent un bloc parce qu'ils ont une tradition politique forte. Donc nous appuyons nous-mêmes sur cette tradition politique forte pour promouvoir, en quelque sorte, le département qui, jusqu'à maintenant, n'a pas rempli un rôle essentiel dans la tenue de la nation. Mais là, on estime que ça peut changer, que ça va changer grâce à cette strate départementale, les choses vont évoluer. Oui, Bruno. Alors, justement, Philippe, je voulais appuyer sur un point important. Il y a des particularités régionales en France. C'est-à-dire, on a les Bretons, on a les Basques, on a les Corses, on a la Savoie. Donc, tous ces gens-là ont des particularités. Ce qui fait la force de la structure qu'on a mis en place au niveau du Conseil national de transition français Canal historique, c'est qu'on aura dans chaque département des commissions populaires indépendantes. Donc ça veut dire que les Corses peuvent être parfaitement satisfaits parce qu'ils auront leur commission indépendante. Les Savoyens, les Savoisiens aussi, parce qu'on parle des Savoyards, mais on parle des Savoisiens, eux aussi pourront, dans le cadre de la France, avoir leur commission départementale avec ses particularités. Les Basques aussi et les Bretons aussi. C'est ce qui fait complètement la différence avec ce qui s'est passé après la Révolution française, où c'est les Jacobins qui ont gagné, c'est-à-dire que tout a été centralisé à Paris. Alors que là, on revient vers ce que proposaient les Girondins à l'époque, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois des assemblées locales qui décident pour le peuple en fonction des particularités locales. Donc à partir de là, on peut intégrer dans une nation comme la France toutes les particularités et toutes les autonomies locales sans qu'il y ait aucun problème. Et oui, et ça a été en 1790, le 14 juillet 1790, l'anniversaire de la prise de la Bastille a servi à la fête de la Fédération. Fédération, ça désigne un peu tout ce que tu viens de dire sur des pays différents. Il y aura des règlements locaux qui seront un peu différents, mais la loi générale sera la même pour les 100 départements français. Ça, c'est la Fédération. Oui. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors pourquoi ils seront différents? Simplement parce que les lieux étant différents, les conditions climatiques sont différentes et il y a forcément des règlements différents à adopter pour le bon fonctionnement local. Mais elles vont pas être différentes parce qu'il y aura des passes de roi. Elles vont être différentes
par nécessité d'adaptation. Voilà, merci de m'avoir entendu. C'est pour ça, Jean-Pierre, que toutes les lois qui seront votées seront des lois qui s'adaptent à tous les départements français, alors qu'actuellement, on a des lois qui sont considérées par certains départements comme stupides parce que ça ne s'adapte pas du tout aux particularités locales. Mais là, comme les lois seront élaborées par l'ensemble des 101 commissions départementales qui remonteront toutes les remarques et tous les amendements venant de chaque département, eh bien, au niveau national, quand la loi sera élaborée, eh ben, elle sera adaptée à tout le monde. Voilà. Ok. On a fait un résumé de ce que c'est que la puissance du département à venir. S'il y a des choses à rajouter, sinon... je vais rajouter juste la clôture. La démocratie, on ne l'invente pas, non, on la construit tout simplement. Prochaine transmission avec le Conseil national de transition français, Canal d'historique et la France libre, eh bien ce sera, vont-on dire. En attendant, eh bien le sourire, n'oubliez pas, est un rempart contre la morosité. Et surtout, excellente soirée à vous.